Comme le disait Éléonore tout à l'heure, il ne vous a pas échappé que cette année est l'année du documentaire. Et à cette occasion, justement, la ministre de la Culture a annoncé en janvier au FIPADOC une phrase que je vais vous citer intégralement. Elle n'est pas très longue. Le CNC va travailler à un bonus documentaire pour les salles arts et essais et cette année sera l'occasion d'affirmer l'accompagnement souhaité par les instances publiques. C'était pour nous une manière de lancer publiquement une discussion qui est en cours actuellement dans le secteur concernant la diffusion du documentaire dans les salles de cinéma. Une question qui est évidemment aussi au cœur de notre association, dont le nom est Documentaire sur grand écran. On ne se refait pas. C'est pourquoi nous avons décidé de reprendre la balle au bond en invitant différentes organisations professionnelles à cette table ronde. Et donc voilà, je vous invite tous à pouvoir discuter là tout à l'heure, mais je vais quand même faire une petite introduction sur l'état du documentaire. Il est peut-être utile de rappeler que ce que peut recouvrir ce terme de bonus documentaire, c'est plutôt il s'agit en réalité d'une aide financière qui serait apportée aux salles arts et essais programmant des films documentaires. Évidemment, selon un cahier des charges qui n'a pas été défini là par la ministre. Or, ça, c'est le plus important, sans doute. Ce procédé de soutien est déjà en place pour les courts-métrages, par exemple, mais je ne rentre pas plus dans les détails, on va y revenir tout à l'heure. Quelle est aujourd'hui la situation de la diffusion du documentaire en salle? Selon une étude faite par le CNC sur l'année 2021, il était sorti 90 documentaires en sortie commerciale cette année-là, soit le plus faible niveau depuis 2013. Donc on peut s'inquiéter, alors que ce chiffre était plutôt en progression depuis 2012. Ces 90 documentaires représentant un peu moins de 20% de l'ensemble des films sortant cette année-là, mais ils ne récoltent que 1,2% des recettes cette année. Vous noterez quand même le gros décalage qu'il y a entre les deux. Et donc, l'explication est à chercher. On peut dire qu'en partie, c'est sans doute par l'effet Covid, là en tout cas dans cette année, mais que aussi, ce que note aussi le CNC, c'est que ces films sortent sur 6 fois moins d'établissements en première semaine que l'ensemble des films, tout genre confondus, à l'exception peut-être de La Panthère des Neiges, je crois, cette année-là. Ceci étant dit, que penser de la proposition donc d'un bonus financier pour booster la diffusion du documentaire en salle, dans la mesure où on peut penser que cette baisse aujourd'hui de progression du documentaire dans les salles n'est pas simplement conjoncturelle. On peut penser qu'il y a un effet beaucoup plus structurel dû à ces années Covid et qu'on analyse tous depuis maintenant plusieurs mois. Des propositions peuvent naître, évidemment, hors de cette proposition de la ministre de la Culture. Et c'est pour ça que c'est très important pour nous de lancer le débat cette année pour embrayer sur cette proposition qu'elle a, peut-être en avoir d'autres, en particulier, par exemple, sur une réforme du système arts et essais qui peut-être est totalement déficient dans ce contexte-là. Voilà, on a une toute petite heure devant nous et donc je vous laisse la parole. Qui veut commencer? Peut-être Julie, dans la mesure où tu dois partir. Oui, je sais pas, c'est un grand sujet, mais non, ce que je peux juste dire déjà, c'est quand même si on a lancé la thématique documentaire cette année du documentaire, c'était justement pour quand même redonner sa gloire, un focus énorme sur le documentaire cette année et les années suivantes, évidemment. Hein, c'est juste un lancement pour mettre déjà en valeur ce qui se fait déjà, pousser tous ceux qui ne font pas assez de documentaires à notre goût, en faire plus, et puis aussi susciter des débats professionnels, parce que quand le ministère de la Culture, via le CNC, s'engage aussi à nos côtés pour faire cette année de documentaire, on imagine bien qu'ils vont devoir montrer patte blanche et un peu s'occuper que ces combats qu'on mène depuis des années. Hein. Moi, quand j'étais présidente de l'ASCAM, et la SRF depuis longtemps, et tous les organismes... les syndicaux et autres. Et on avait beaucoup noté qu'il y avait des injustices criantes entre la différence entre fiction et documentaire dans plein d'aides. Alors il y en a quand même, ça a fait son chemin.
à l'occasion de cette année du doc, il y a quand même le FAI aussi. Enfin, c'était déjà dans les tuyaux, mais enfin, quand même, ça a accéléré pas mal de choses. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous aurez le temps de sûrement peut-être d'en parler à un moment donné du FAI. Mais il y a eu aussi une aide. Et pour il faut profiter de cette année pour obtenir tout ce qu'on peut obtenir. Voilà, c'était le but de lancer cette année pour que vraiment tout le monde soit moteur et vraiment se donner cette année pour que le CNC fasse tout ce qu'ils promettent parfois depuis des années et que là qu'ils soient le dos au mur pour les faire. Et bien sûr qu'il y a plein de choses à inventer parce que il y a ces bonus, ça c'est une chose qui j'espère aura des conséquences et se fera surtout bien déjà. On va voir. Je pense qu'ils ne savent pas très bien. Oui, c'est pour ça que c'est à discuter. Là, c'est des idées qui ont été lancées. Maintenant, il faut les mettre en œuvre en concertation avec toute la profession. C'est pas le CNC tout seul qui va devoir inventer cette chose. Donc, il faut vraiment être à leur côté pour le faire. Mais il y a plein d'autres choses sûrement à faire. D'ailleurs, ils ont aussi annoncé quand même depuis une réflexion sur tous les calculs d'aide des avances sur recettes pour calculer aussi toutes les aides de documentaires. Enfin, il y a quand même beaucoup d'autres choses qui vont se mettre en place. Ça ne va pas être que cette chose-là qui va être faite. Tout ça pour essayer qu'effectivement le documentaire, alors c'est pas que en salle, là on parle de la salle, il y a aussi beaucoup de choses à faire aussi pour les documentaires à la télévision. Enfin, il y a énormément, le patrimoine, enfin... Il y a plein de sujets, mais là, parlons plus de la salle. Il y a beaucoup de choses à inventer. Et on s'était dit à un moment donné avec la CRF qu'on pourrait faire... vous aviez l'idée d'inventer pour cette année peut-être un pass-doc, je sais pas, essayer de faire qu'il y ait des choses qui poussent les gens à plus voir des documentaires cette année. Bon, c'est pas si simple à mettre en place. Peut-être les GNCR, on les a contactés, ils seraient peut-être partants. Il y a des choses à faire avec le pass jeune. Voilà, comment s'appelle ça, le pass culture, voilà, j'allais le dire, mais j'ai cru que c'était pas ça, pass culture. Mais bon, peut-être qu'avec la SCAM, on se dit même qu'il faudrait les pousser que cette année, le documentaire soit gratuit, que le CNC compense le plus possible pour que les gens, en fait, prennent du plaisir, se rendent compte et que plus jamais on dise on va voir d'un côté un film et de l'autre un documentaire, quoi, comme tu disais, qui sentent bien que, voilà, un film est ou de fiction ou de documentaire ou un mélange des deux, ou tout ça, mais quand même qu'on aille plus souvent... en salle et qu'on ne se dise pas que le documentaire se cantonne à la télévision voilà. Et puis qu'il soit mieux exposé. Parce qu'il y a juste un truc, c'est sur cette analyse selon laquelle il y aurait une baisse structurelle. Oui, ça peut être discuté. C'est-à-dire qu'il y a des nouveaux entrants, il y a un changement du paysage, mais quand il y a eu des baisses de fréquentation et que les pouvoirs publics ont eu une politique forte, la fréquentation, elle est remontée. Et pour le cinéma documentaire, moi j'ai découvert ça en m'engageant d'ailleurs cette année, mais le cinéma documentaire, en fait, là, ça rebaisse, enfin pour le cinéma en salle, mais depuis 2012, ça ne faisait que grimper. Donc, il y a quand même... faut pas... Il y a une mauvaise exposition. Il y aurait moyen quand même sur cette question du classement arrêt-essai, il y aurait moyen d'obtenir... que les documentaires qui sont labellisés, et il y en a beaucoup, par exemple dans le label Recherche et Découverte, il y a 30% de documentaires. Et c'est, je crois, plus de 300 cinémas, le label Recherche et Découverte. Si, c'est 300 et quelques. Je ne sais pas, j'ai regardé ça, mais peut-être que là, je me trompe sur ce point précis, parce que j'ai pas assez... C'est compliqué, c'est vraiment... Mais bon, de demander, de dire qu'au fond, et un documentaire même bien accompagné par la presse, etc., sort à peu près jamais dans plus de 50 salles, en fait. Enfin, et déjà 50, c'est des... Je ne parle pas de La Panthère des Neiges. Bon, il y a quelques exceptions comme ça, mais je veux dire des documentaires, en tout cas comme ceux que par exemple, vous défendez. Alors que s'il y avait une obligation pour avoir ce label-là, il faut quand même faire une part minimale au documentaire selon le nombre de films labellisés. C'est-à-dire que s'il y a 30% de documentaires qui ont ce label Recherche et Découverte, le cinéma qui souhaite avoir ce label, il faut qu'il diffuse un nombre de séances minimales de documentaires par an. Par exemple, ça, en dehors même d'un... Parce que le problème du bonus, c'est que d'abord, ça nous place toujours... On est un bonus, quoi. On est toujours quand même en plus. C'est toujours, on ne fait toujours pas partie du cinéma quand on est quand on est en bonus. Et le problème, c'est aussi que ça récompense, ce qui est très bien, ça récompense les gens qui font déjà un travail formidable,
Mais on a vu, je crois en tout cas qu'avec le bonus court-métrage, ça n'avait pas vraiment incité des cinémas qui ne diffusaient pas de court-métrage à en diffuser. Donc la question, c'est comment créer une habitude. C'est-à-dire que quelqu'un aille voir un film, ils ne se disent pas... D'abord, que les gens arrêtent de confondre en effet reportage et documentaire. Enfin, c'est quand même quand on accompagne des films en salle, je ne sais pas si vous l'avez fait même avec Best of Dog, justement, y a plein de spectateurs qui parfois disent votre reportage, ce qui est pas un mal. Hein. Pour moi, c'est pas... Sauf, le fait qu'il y ait de la mise en scène, justement, dans le documentaire, dans le film, c'est quelque chose qu'ils n'avaient pas imaginé avant de voir un documentaire. Donc, je crois qu'il y a vraiment un travail d'accompagnement du documentaire pour qu'il sorte quand même, il s'extirpe du sujet, quoi, de cette espèce de tyrannie du sujet. C'est-à-dire, j'ai vu un film sur... voilà. Je crois qu'il y a un truc qu'on pourrait... C'était rajouter quelque chose sur le constat qui avait été fait, si ce n'est par rapport à la différence de pourcentage, si ce n'est sur les recettes, ou sur voilà, c'est que à la fois le documentaire sort peut-être sur moins de copies que les films dits de fiction, donc ça effectivement c'est un fait. Mais après, je crois qu'il y a une autre problématique qui se rajoute, c'est aussi que du coup ils sont jamais en pleine programmation, et dans ce cas-là, ça fait aussi un gros décalage. Et en plus, ça va des fois même plus loin, c'est que souvent, un certain nombre de cinémas ne sont intéressés à diffuser du documentaire que par une seule soirée, genre une avant-première avec débat, ou après une soirée débat, et qu'après, du coup, il n'y a pas non plus de séance. Donc déjà, là, ça explique aussi finalement le décalage, c'est que déjà, il y a beaucoup moins de salles. Est-ce que c'est 4 fois, 5 fois moins de salles? Bon, bref, on peut trouver voilà. Par rapport à un film de fiction, si un film de fiction il sort sur 300 copies, bon ben voilà, ça va être 50 pour un documentaire, mais c'est qu'il ne sera pas en pleine programmation, voilà. Et en plus après, alors du coup l'avantage qu'a un film documentaire, c'est qu'il peut justement être accompagné par un réalisateur ou une réalisatrice, donc ça c'est un plus, mais ça à un moment donné ça a aussi une limite, parce que du coup un réalisateur ou une réalisatrice ne pourra faire qu'un certain nombre de soirées débats, et donc ça, du coup voilà, ça handicape un tout petit peu, je pense aussi le documentaire et l'accompagnement du documentaire en salle. En même temps, c'est une des forces des documentaires en salle. Hein. C'est que oui, quand les films sont accompagnés, c'est ça qui fait que les gens vraiment y vont. Mais tout à fait. Mais c'est à la fois sa force, mais après, à un moment donné, quand on essaie d'organiser des tournées avec les réalisateurs et les réalisatrices, à un moment donné, voilà, d'abord, il faut qu'ils soient disponibles pendant un certain nombre. Et après, au-delà de la disponibilité, c'est aussi à un moment donné l'envie, traverser la France dans tous les sens. Avec ça, on le fait quand même pendant entre 6 mois et 1 an, quand même, après avoir sorti un oui, film. Mais c'est un désengagement, ça, de la plupart des réalisateurs. Mais je ne dis pas qu'ils ne le font pas, mais à un moment donné, il y a des salles de cinéma où, du coup, on ne peut pas leur promettre la venue du réalisateur ou de la réalisatrice, et du coup, ils ne prennent pas le film. Bien sûr. Mais là, justement, pour ça, il y a quand même un truc important aussi à défendre. Bon, cela dit, ça se fait de plus en plus maintenant, et là, je ne pense pas assez, mais c'est qu'il faut aussi payer les réalisateurs pour qu'ils fassent ces tournées. Ça fait partie aussi des aides qu'on demande depuis longtemps auprès des distributeurs ou des exploitants. Hein, parce que ça, c'est vrai que les 2 premiers mois, ok, ça fait partie de la promotion. Puis au bout de 6 mois, 1 an, c'est quand même chaque fois, c'est pas qu'une soirée, hein, c'est parfois une journée entière, voire une journée et demie, le temps du trajet, tout ça. On fait aussi des rencontres scolaires. Et tout ça. Donc ça, ces choses-là doivent aussi, à un moment donné, être pris en compte pour nous aider. On est entièrement d'accord. Et si jamais, ce qui peut être normal que ça soit, imaginons le distributeur, mais si le distributeur, si la salle de cinéma ne prend pas hébergement, la totalité de l'hébergement, du transport et des repas, et que c'est partagé avec le distributeur, si le distributeur doit en plus rémunérer, ce qui, je dis pas que c'est pas bien, mais à un moment donné, c'est le bénéfice de la séance. Si la salle fait pas 400 places, à 2,20 € en moyenne par distributeur. Non, mais c'est pour ça que ça fait partie des choses qu'on demande aussi que le CNC aide. Et bon, on avance beaucoup, il y a de plus en plus de choses. Oui, tout à fait. Mais alors, du coup, ça part un peu sur. C'est vrai qu'au départ, c'était sur la question du bonus documentaire. Après, il y a la question de l'accompagnement. Je crois que. Il y aura une chose qui fera lien. Vas-y. Non, mais en effet, on était à des discussions justement pour demander à ce que le CNC prévoit un fléchage des subventions, soit aux distributeurs, soit aux exploitants, qui soient directement fléchés vers l'accueil et le paiement de l'accompagnement par les cinéastes de leurs documentaires en salle. Ça, c'est essentiel
c'est quelque chose par rapport à la vie des cinéastes et par rapport à la vie des films, en effet, que le principe de la séance présentée soit une séance payée. Parce que là, tu parlais de 2 mois. 2 mois, tu peux faire énormément de séances. En tout cas, je dis c'est qu'en général, c'est une moyenne, même en fiction, on fait ça pense 2 que mois. maintenant, Puis après, mais je suis d'accord, c'est dès le départ. Hein. D'ailleurs, oui, voilà, on le fait maintenant, payer dès le départ. Hein. Voilà, non, mais c'est ça, c'est qu'en fait, maintenant, on peut se dire que maintenant, à partir du moment où c'est du travail en plus, c'est du travail qui est de se déplacer, de passer une journée, de présenter le film, et donc que ça soit rémunéré. Et donc, il y a même eu des avancées. On a parlé de tarifs, enfin, de 150 € à peu près par séance. Mais si on revient sur la question là, de la diffusion, puisque c'était ça, en fait, comment réussir à faire en sorte que le cinéma documentaire soit mieux représenté. Moi, je me rappelle quand quand j'étais à l'Acide, pardon, Diego est représenté à l'Acide aussi, on s'est toujours dit que quel que soit que ce soit du documentaire ou des films d'auteur ou quoi, la question c'est celle de la répartition des écrans. Avant de savoir pourquoi des gens vont moins voir du documentaire ou moins voir tel film d'auteur ou tout ça, c'est comment est-ce que les films réussissent à atteindre leur public, soient présentés au public. Donc là, il y a eu cette idée-là qui a émergé assez récemment de bonus documentaires ou alors d'obligations, comme le disait Éléonore, pour les exploitants, à partir du moment où ils ont le label ARC ou le label Cinéma et Recherche, de présenter un certain nombre de séances de documentaires. Ça me semble, donc ça a été annoncé maintenant par la ministre, ça a été avec cette idée de l'année du documentaire. Il faut vraiment en profiter, en effet, pour pousser cette idée-là, parce qu'il n'y a que le fait que le cinéma documentaire soit réellement présenté sur les écrans qui fera que des spectateurs que les distributeurs s'engageront aussi. Il manque de place, tout simplement. C'est-à-dire les distributeurs, on sait qu'aujourd'hui, ils sont frileux pour toutes sortes de films, d'ailleurs, pas seulement pour les documentaires. Et il y a une expression, je crois que vous l'utilisez souvent de votre côté, mais ils disent on a peur d'avoir un coup de cœur. Enfin, bon, c'est leur règle. Il y a des films, on les regarde même pas parce qu'on craint le coup de cœur. C'est une phrase choc, qu'effectivement on a entendu à l'Acide, et malheureusement pas qu'à l'Acide, et de la part d'un distributeur que je citerai pas, mais assez important. Voilà, qui met en avant cette peur d'être sous le charme d'un documentaire. Et évidemment, vous comprendrez le sens de la formule, c'est-à-dire qu'à considérer qu'ils aiment le film, ils veulent pas ou ils ne peuvent pas prendre le risque de le sortir en salle, parce qu'évidemment, par rapport à tout ce qu'on dit, il y a aussi une donnée économique. Je pense que on croise plein de chapitres différents, mais qui se complètent un peu tous, notamment en tout cas sur ce point-là des distributeurs. Je pense que c'est important aussi de les aider et d'avoir vraiment en tête le fait que autant toutes les aides en amont pour les auteurs, pour l'écriture, pour la production sont déterminantes évidemment pour engager des projets, pour soutenir aussi économiquement les auteurs, mais il faut un équilibre avec toutes ces aides en aval. Il faut que la diffusion de ces films-là puisse avoir lieu, il faut que les films sortent, et il faut surtout travailler à ce que ces films soient maintenus en salle. C'est pas simplement sortir. Godard disait les films sortent en salle. Hein. On entend à la fois l'ambivalence du mot. Ils sortent et puis ils sortent. Et notamment. Il y a les entrées. Hein ? Et puis il y a les entrées. Bien sûr, mais c'est d'essayer de réfléchir notamment à renforcer les aides aux distributeurs, et en fléchant des choses très concrètes. Là, aujourd'hui, les distributeurs il y a un bonus pour les premiers longs métrages documentaires qui ont l'avance sur recette. Par exemple, ce serait d'essayer de penser à ce que ce soit tous les collèges, différents collèges de l'avance sur recette, qui puissent bénéficier de ce bonus, par exemple, un 5e ou un 6e long, mais même déjà un 4e long métrage documentaire puisse être aidé, puisse bénéficier de ce coup de pouce. Essayer aussi d'ouvrir ce bonus à des premiers longs métrages qui auraient le développement renforcé, qui est une des aides matrices du Fonds d'aide à l'innovation, le fameux FAI. C'est aussi encourager les distributeurs, toujours évidemment dans des mesures incitatives économiques, on s'entend, à s'engager sur des films qui n'ont pas de préachat de télévision. C'est d'essayer de ratisser en fait tout ce qui pourrait faire en sorte de soutenir les distributeurs, parce que je pense que les distributeurs ont envie de sortir des films. Il y a un réel désir des distributeurs, il y en a qui font un travail formidable, mais beaucoup nous témoignent d'une sensation, ou en tout cas d'un état coupe-gorge, et je pense que là c'est des endroits vraiment absolument déterminants
pour cette question-là de la diffusion. Je voudrais, parce que je pars tout de suite, dire aussi que c'est tout un environnement, et je pense que la presse est aussi importante, c'est aussi tout le soutien, c'est pas qu'en interne, c'est aussi maintenant comment les films arrivent jusqu'au public, et la radio, la télévision, la presse est aussi un vecteur hyper important. Et hélas, on est quand même toujours triste, bon je parle pas pour vous parce que vous en parlez souvent, mais quand même le documentaire est toujours le parent pauvre de toutes les émissions, hein, dans la presse, il y a peut-être ça sur un petit documentaire, voilà, il y a un petit article sur un grand documentaire, et donc ça fait partie aussi un engagement de tout le monde, quoi. C'est qu'il faut que ça se fasse. Et il y a aussi un autre truc, moi je me bats vraiment beaucoup, c'est tout ce qui est collège et cinéma, toutes ces aides qui font aussi des sorties en salle, hein, qui font vivre les films pour les scolaires, et il y a très 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 peu de documentaires, quoi. Enfin, là, et j'espère d'ailleurs cette année documentaire, là je milite pour qu'ils en prennent plus cette année, puis que ça continue, que ça soit un levier pour la suite, parce que en plus pour le coup c'est très important, parce que les jeunes, cet appétit qu'ils vont avoir à découvrir le documentaire ados, c'est vraiment central, et puis c'est fabuleux pour eux. Donc tout ça, formation des regards, et franchement je vois à quel point dans toutes ces sélections, il faut vraiment aussi peut-être qu'il y ait une sorte d'obligation dans toutes ces collèges et cinéma, lycéens et cinéma. C'est un scandale, critique, le peu de documentaires qu'il y a. Ce cloisonnement critique notamment, mais pas seulement critique, enfin au sein de la critique, il est étonnant parce que tu disais toi-même tout à l'heure que y a plein de cinéastes avant, mais aujourd'hui aussi, qui font les deux. Bon, et alors... pourquoi, qui a par nous, par rapport à la fiction qu'il a sortie juste après ou qu'il avait sortie avant, finalement aura une place différente dans une chronique, alors qu'on traite d'un geste d'écriture. Enfin, quand même, là, pour le coup, c'est vraiment un auteur. C'est un très bon exemple. Et je pense qu'il y a chez nous, quand même, je ne sais pas, mais toi, c'est le cas... Moi, j'ai un parcours très hybride. Je veux dire, je crois que toi aussi, tu écris une fiction là. Enfin bon, on a envie de défendre l'idée de ce décloisonnement. C'est pour ça que j'insiste autant sur le fait qu'on fait du cinéma. Et qu'il y a le film Toute une nuit sans savoir. Bon, c'est un essai. Hein. C'est vraiment un essai documentaire. Maintenant, il y a plein de festivals, d'ailleurs, qui ont cessé de mettre documentaire fiction, qui ont des tas d'appellations pour qu'on sorte de cette catégorisation. Moi, je suis toujours un peu ambivalente sur ce genre de sujet, parce que c'est vrai qu'évidemment, il ne faut pas faire de différence. Et puis en même temps, tant qu'il n'y a pas égalité, pour moi, c'est comme la parité homme-femme. Hein, d'ailleurs, c'est le même combat pour moi. C'est exactement pareil, documentaire et fiction. En même temps, tant qu'il n'y a pas de parité, tant qu'il y a des choses moins, il faut absolument pousser le documentaire. C'est pour ça que j'ai créé la Cinémathèque documentaire, parce que tant que la Cinémathèque française ne montrera que même pas 10% de documentaires, on est obligé d'en faire une. Et c'est triste, parce que normalement, il ne devrait pas y avoir de différence. Mais voilà, il faut absolument pousser. Et puis le jour où on n'en aura plus besoin, tant mieux, mais je pense qu'on est loin. C'est comme pour les femmes, on est bien loin de ne pas avoir besoin d'exigences de parité dans les jurys, dans tout. Non, mais c'est pour ça qu'on défend les quotas. Moi, je trouve qu'elle est importante quand même de mettre... On défend les quotas, mais en même temps, il faut garder ça en perspective. Oui, quand on les défend. Bien sûr, mais voilà. Mais en même temps, il faut. Moi qui fais les deux, bien sûr qu'il y a cinéma, qu'il y a mise en scène, ça se discute même pas, c'est une porte ouverte. Mais j'ai toujours quand même le sentiment d'avoir un contrat différent quand je fais avec le spectateur, quand je fais un documentaire et une fiction. Et j'aime qu'on marque que c'est un film documentaire. J'ai pas non plus, je mets toujours quand même un film bien sûr, mais j'ai envie qu'on sache que c'est un documentaire. J'ai besoin de ce contrat-là. Et d'abord, ça se sent parfois dans des films, parfois pas. On voit facilement les différences et parfois pas. Quand moi je vois des films où je sais pas trop, j'ai envie de le savoir. Et c'est même si je sais après, mais je pense qu'il faut faire attention non plus à ce mélange. Il y a quand même des films parfois qui sont très gênants, qui jouent d'une manière un peu difficile dans le contrat même avec les personnages et tout ça. Donc mais ça c'est autre chose. Mais il y a même des fictions gênantes. Oui, bien sûr. Non, mais dans les deux cas. Non, mais en tout cas, tout ça pour dire que c'est la question du réel. Il faut avoir. Il y a un pacte avec le spectateur quand on traite de réel. Mais le documentaire, ça se réduit pas à ça en fait. Non, mais disons que n'empêche que le mot existe et sauf que c'est pas un bon mot, parce que souvent on préfère dire non fiction parce que le mot documentaire est très large. Je vous laisse. Moi j'aime bien non. Je voulais juste foutre un peu la merde avant de partir. Nora, viens là parce que voilà. Et merci beaucoup. Bonne soirée. Merci Julie.
Merci. Du coup, juste Oui, pardon. une petite parenthèse là-dessus. Moi, du coup, en tant que distributeur, quand je m'adresse aux exploitants ou à la presse, quand je sors un documentaire, je parle de long métrage documentaire. Comme ça, du coup, moi, ça me permet d'essayer de pas trop distancer, à la fois de différencier, à la fois de pas trop différencier. Et voilà. Sinon, juste, du coup, je m'inscris totalement dans ce que tu as dit tout à l'heure au niveau des distributeurs. Et je peux comprendre qu'en ce moment, et j'ai échangé avec quelques-uns de mes collègues distributeurs qui deviennent un peu frileux. Alors moi, pour ma part, je ne l'étais pas jusqu'à il n'y a pas longtemps, et je suis en train juste de commencer à me poser le même genre de questions, parce que depuis, si ce n'est le mois de septembre, il y a quelque chose qui s'est augmenté dans mon travail de programmation. Alors, ce n'est pas quelque chose que je fais non plus tous les jours, parce que j'ai aussi des programmateurs, mais je fais aussi ce travail de programmation. Et quand je me suis attaqué à ce travail de programmation depuis septembre, alors c'est en aucun cas une critique au niveau des exploitants, mais j'ai eu aussi, au niveau de pas mal et des 3/4 des exploitants que j'ai eus, eux-mêmes qui du coup ont peur de s'engager ou de prendre des risques, que ce soit alors des documentaires, et entre autres des documentaires, mais aussi sur des films de fiction. Pour prendre des films de fiction, quand ils s'engageaient, quand ils étaient salles art et essai, très facilement sur des bons ou des moyens bons, on va dire, films d'auteurs qui avaient fait une petite carrière en festival. Là, maintenant, ils ne prennent plus aucun risque. Il ne suffit pas juste d'être sélectionné à Locarno ou à d'autres festivals quand même de renom. Il faut vraiment que ça soit la sélection officielle de Berlin, que ça soit Cannes. Et du coup, ils prennent de moins en moins de risques, à la fois parce que je pense qu'il y a eu une baisse de fréquentation, ils pensent que le public ne vont pas suivre, et que d'un autre côté, ils ont aussi trop de films, et un certain nombre d'exploitants me disent on a tellement de films qu'on n'a pas le temps de tous les voir. Et donc, et si jamais je prends le temps de tous les voir, j'ai pas la place pour tous les programmer. Donc, du coup, cette frilosité est à différents niveaux, et c'est effectivement peut-être inquiétant, et peut-être que le bonus, si jamais est en faveur, si ce n'est du documentaire, va rendre peut-être moins frileux les exploitants et du coup moins frileux les distributeurs. On peut demander à Margot, peut-être qui est exploitante, de répondre à cette question justement. Oui, après moi j'ai un statut quand même un peu particulier parce que je programme une salle parisienne et de continuation, donc on est vraiment sur un cas très très particulier. Voilà, on ne demande qu'à ce qu'il se généralise. Oui, voilà. Je suis assez... comment dire, je peux pas donner une expertise de, par exemple, ce que dit Patrick, parce que moi, je n'ai pas les exploitants de province au téléphone, par exemple. Donc, je me rends pas compte de ce que c'est de sortir un documentaire. Quand on les sort sur 50 copies, j'imagine que les 50 copies, c'est vraiment avec de l'huile de coude. Moi, pour pas vous mentir, dans le contexte parisien, j'ai plutôt intérêt à ce que le film ne soit pas dans toutes les salles à côté de la mienne, en fait. Donc, non, mais en fait, on parle de diversité, mais cette diversité, il faut qu'elle existe vraiment. Et bon, après, sur le documentaire, de toute évidence, il a plutôt du mal à exister qu'autre chose, mais il y a des films qui n'auraient pas intérêt à sortir sur 10 écrans Paris. Enfin, voilà, après... ça, c'est sûr. Et l'intérêt du bonus pour vous ? Alors, l'intérêt du bonus, moi, je suis un peu curieuse de, du coup, pourquoi du bonus pour les distributeurs et pas de bonus pour les exploitants ? C'est pour les exploitants. Oui, sur je le sais, truc mais RSC, il me semble que vous êtes plutôt contre l'idée d'un bonus. Pas du tout. Non ? Ok. Non, on est plutôt à la SRF pour quelque chose d'un tout petit peu plus contraignant, mais pas parce qu'on aime la contrainte, parce qu'on pense que c'est ça qui régulerait vraiment les pratiques des exploitants, en tout cas sur le label RSC. Mais le bonus, c'est-à-dire qu'un exploitant, il est 1 000 €, parce que c'est pas beaucoup, pour le court-métrage, c'est 500 € par an, il faut savoir. C'est-à-dire qu'un exploitant qui fait l'effort de diffuser des courts-métrages, il a 500 € de plus par an. Oui, mais en plus, c'est pour ça que le cahier des charges est important, parce qu'en fait, le bonus court-métrage, c'est du grand n'importe quoi. C'est-à-dire, je pense que, par exemple, à Archipel, on diffuse plus de courts-métrages que la moyenne, mais on n'a pas le bonus, parce qu'on ne participe pas à En fait, c'est des événements hyper fléchés auxquels il faut participer, qui correspondent pas à notre ligne éditoriale, et donc on les fait pas et on n'a pas le bonus.
Voilà. Mais Film c'est pour ça que fragile. c'est pour ça que ce serait intéressant d'avoir le point de vue d'un exploitant sur nous ce qu'on imagine. C'est-à-dire, en tout cas, on en est au début de la discussion, puisque c'est en fait cette idée-là de obligation bonus, en tout cas d'avoir des séances documentaires chaque semaine, un certain nombre d'essais, combien de séances, à quelle heure, tout ça n'est pas encore vraiment pensé, mais en tout cas à la SRF ou à la CID, on commence à y réfléchir. Mais nous, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'à la sortie du Covid, le CNC, disons, au moment où il y avait la question des régulations, n'a pas joué son rôle. Il n'a pas joué le rôle de réguler les sorties en salle. Et on s'est dit, mais c'est vrai que les partenaires, en tout cas des films d'auteur qui devraient être les cinémas d'ARDC et les cinémas de recherche, n'ont pas non plus toujours joué leur rôle, c'est-à-dire de défendre le cinéma d'auteur. Parce que dans le cinéma d'auteur, oui, il y a le cinéma d'auteur porteur, il y a le cinéma d'auteur, c'est beaucoup plus difficile. Enfin, ce que tu expliquais à propos des films plus fragiles et de la peur des exploitants de les montrer. Donc là, face à ça, nous, ce qu'on imaginait, c'est d'avoir une partie contrainte, jusqu'à quel point on ne sait pas, c'est-à-dire d'avoir une espèce d'obligation de séance par semaine ou par mois, on ne sait pas, par an ou par an. Et par ailleurs, d'avoir vraiment quelque chose qui est valorisant, de bonus en plus pour des gens qui, en plus de ça, ces séances-là, ils les font à des horaires bien ou avec une certaine régularité. Parce que sinon, on peut se retrouver toujours avec des complications où on peut dire, voilà, je vais faire 100 séances par an, et puis en fait, ça va être des séances à midi, 14h. Et donc, il y a toujours ça. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. Donc, c'est pour ça que ne penser que bonus, pour nous, ça nous semble un peu léger. Et ça va favoriser, je ne sais plus si c'est Léonore qui le disait, des gens qui font déjà l'effort, qui font déjà le travail, mais ça ne va pas obliger ceux qui ne font pas le travail à le faire. Voilà. Donc nous, on imagine un peu comme ça, mais encore une fois, c'est quelque chose à discuter avec oui, bien sûr. Après, là, ce que vous êtes en train de décrire, on est quand même sur... Enfin, moi, j'ose à peine imaginer si vous commencez à demander des obligations de séances, d'horaires. Enfin, c'est... Là, ça pourrait être des bonus. Oui, voilà, moi ça m'irait, hein, parce que personnellement le documentaire est quand même ultra exposé à l'archipel, donc je serais bien contente. Mais c'est déjà une usine. Déjà, le classement ARSC, c'est déjà très complexe. J'allais dire, il y a en fait, beaucoup c'est la distinction qu'il faut faire. C'est, tu parlais des 30% de documentaires qui sont soutenus par le GNCR. Le GNCR, c'est pas le GNCR. Recherche et découverte. Label recherche et découverte. Ah oui, c'est juste beaucoup le plus label. large. Ah oui, mais c'est plus large que le GNCR. Oui, bien sûr. Enfin, c'est 90 films par an. Oui. Qui ont le label. Ouais, c'est ça. Il y en avait, à peu près. Le label. Ah oui. Non, il y a le label des films. Le label recherche et découverte. C'est 30% des films. Et il y en a à peu près 30% là-dessus qui sont des documentaires. Voilà. Oui, voilà. Pour avoir le label recherche et découverte, on peut cumuler. Il me semble vraiment qu'il faut un pourcentage de documentaires. Enfin, juste pour. Il pourrait aussi, mais ça c'est l'autre hypothèse, et je pense que au CNC ils y réfléchissent aussi. C'est l'idée de créer un 4e label. Alors, nous, on défend ça, et je vous en parlerai peut-être pour la télévision, ce qui est autre chose, mais en tout cas, le label, est-ce qu'il faut un 4e label qu'on cumulerait Moi, on ne sait pas, parce que déjà, les documentaires, ils se retrouvent sur recherche et découverte, film fragile, ils cumulent tout déjà. Ils ont, pas jeune public. Mais, très peu jeune public. Oui, alors, mais voilà, c'est une autre des hypothèses. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un enjeu de régulation. Aujourd'hui, le problème, c'est la place dans les salles. C'est le nombre de salles, c'est le nombre d'écrans. Et on sait très bien que les salles sont occupées par quelques films, y compris dans la RSC. Aujourd'hui, le label RSC est beaucoup trop large, donc il faut absolument, évidemment, c'est ce qui est en train de se faire, retravailler ce label. Et puis, je ne vois pas comment on peut se passer d'obligations de diffusion, enfin de régulation avec des obligations de diffusion pour imposer une place aux films fragiles, aux films de recherche, aux films documentaires de création, puisque c'est comme ça qu'on va faire ce travail d'accompagnement, le rendre plus visible. On peut pas. Il n'y a pas 36 solutions. Et c'est pour ça que nous, on milite, on défend ça à la SRF, parce que c'est le seul moyen de rendre ces films visibles, que le
le public puisse y avoir accès, parce que si on peut pas les voir, c'est bien évident qu'il n'y a pas de spectateurs et ça fait pas d'entrée, etc. Donc il y a vraiment ce travail de régulation à mener, et ça passe par des obligations. Et c'est vrai qu'on a évoqué la possibilité d'un label pour le documentaire de création, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, il y a aussi une confusion entre documentaire, reportage, etc. On ne sait plus très bien de quoi on parle. Et c'est vrai qu'à la SRF, où je suis, on défend le documentaire de création. Et on se dit que ça passe forcément par créer un périmètre, en tout cas, sinon une définition, en tout cas essayer de dire qu'est-ce que c'est, voilà, et par où ça passe. Et c'est vrai on s'est dit qu'il y a quand même des faisceaux d'indices qui indiquent ce qu'est le documentaire de création. Ça passe par justement les films qui obtiennent ce fameux FAI, Fonds d'aide à l'innovation documentaire du CNC, enfin tout un tas d'aides qui indiquent que ces films appartiennent aux documentaires de création. Et c'est évidemment eux qui doivent être défendus, parce qu'ils sont dans une économie extrêmement fragile, aussi bien au cinéma, mais aussi à la télévision, puisqu'ils ont été invisibilisés à la télévision. Et c'est aussi, il y a une espèce d'effet de vase communicant, c'est-à-dire que dans la mesure où ils n'existent plus du tout, presque plus, on va dire, à la télévision, il y a évidemment la salle devient l'espace de diffusion, et sans qu'il y ait les moyens derrière de salles pour ces films. Donc on est dans une situation un peu compliquée en ce moment. Il faut trouver des solutions. Il faut trouver des solutions en salle. Il faut trouver des solutions à la télévision pour que ce cinéma documentaire qui est fondamental, qui est puissant, qui est inventif, qui est créatif, et qui attire vraiment, y compris les jeunes réalisateurs, puisse exister comme il doit exister. Je voudrais rebondir aussi un instant sur le rapport à la télévision et la place du documentaire à la télévision. En vous écoutant parler aussi tout à l'heure, moi je fais des films. J'ai fait des films contre la télévision, et des films qui sont aussi sortis en salle. Et je me souviens avec émotion de ces rencontres avec le public qui m'ont marqué à vie, littéralement, et qui en même temps qui étaient organisées vraiment à la force du poignet par les distributrices et par les exploitants, et qui en même temps étaient une source de paupérisation terrible. En fait, il y avait une sorte de dissonance cognitive entre l'expérience qui était fabuleuse, et je faisais un film pour ça, on le sortait pour ça. Et voilà, donc les choses ont évolué. En revanche, mon dernier film qui est passé sur beaucoup de télévision, je n'ai jamais eu aucun retour. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une sorte de black box. C'est-à-dire que vous sortez un film, y compris sur un sujet qui peut être extrêmement politique et qui devrait susciter des réactions, et vous n'avez jamais, en fait, vous ne communiquez jamais avec qui que ce soit. Vous ne savez pas ce qui se passe. Vous ne savez pas où il est diffusé. Vous avez les chiffres en France. Vous ne savez pas qui le voit, où ailleurs, quand, quel pays, quel public, en quelle langue, en fait. Même la production a du mal à récupérer ces données-là. C'est une expérience qui est très curieuse et qui est assez douloureuse. Je voulais juste, en fait, en tant qu'Eurodoc, nous, on forme des producteurs et productrices, et ce que j'observe du monde entier, avec évidemment une importance surtout donnée aux producteurs européens, pour contourner en fait cette question-là et la difficulté immense de faire des documentaires de création avec la télévision, et la difficulté de financer des documentaires pour une sortie cinéma, eh bien, de plus en plus passe en fait par la coproduction internationale dès le départ, pour avoir des partenaires à l'étranger, ce qui permet d'avoir des distributeurs étrangers, donc d'avoir ce qu'on appelle des sales ou des agents de vente qui vont permettre en fait d'accumuler des MG, des minimums garantis, et de faire exister le film comme ça, en espérant qu'il se passe quoi, qu'il y ait un festival majeur qui ensuite déclenche des ventes, et qui fasse quoi, qui déclenche donc des acquisitions, parce que c'est une autre partie aussi de cette économie-là, qui déclenche des acquisitions des chaînes. Et donc ces chaînes-là qui ont refusé très souvent en préachat au moment où le film est en développement ou en pré-production, qui ont refusé le film à l'état donc, du dossier ou du trailer, vont être acquis, certes pour beaucoup, beaucoup moins, mais une fois qu'il aura connu quoi ? Le prestige des festivals, voire le entre guillemets prestige d'une sortie en salle, même si cette sortie en salle, elle est mineure. Donc il y a cette ambivalence immense en fait, et quasiment paradoxale, entre le rejet du film,
par les télévisions du film de festival ou du film pour le cinéma, et en même temps, en fait, ces films-là finissent acquis. Alors, ce qui génère des droits d'auteur, parce que quand le film a posteriori passe à la télévision, il génère des droits d'auteur, et ça, c'est une discussion qui avait lieu à la Berlinale avec l'organisme EVA. Les droits d'auteur ne sont pas genrés et permettent, en fait, donc, sans discrépance de salaire, permettent de... Ils sont ni hommes ni femmes. Non. Donc, c'est-à-dire que, en fait, la France est le pays en Europe où il y a une discrépance de 50%. En fait, c'est la plus grande entre les salaires versés aux réalisateurs hommes et les réalisateurs femmes. Donc, c'est des données qui viennent de sortir, qui ont été projetées dans une grande réunion à la Berlinale. Et des représentants, notamment d'autres organisations, en fait, disaient c'est intéressant parce que quand il y a des droits d'auteur, en fait, c'est technique. C'est-à-dire qu'il y a un film qui est diffusé et, en fait, les droits d'auteur, voilà. Donc non, c'est une parenthèse, mais ça rejoignait ce que Julie disait ça. Et il faudrait consacrer des heures à la question. Donc, je termine là-dessus. Je disais juste que la question du label, en fait, de bonus aux salles, permettrait donc de mettre aussi d'avoir une incidence vertueuse, en fait, sur l'exposition aussi des films documentaires, et l'on pourrait imaginer finalement une connexion ou une corrélation entre ces films qui sont mis en avant à travers les sorties en salle et ce label, si ce n'est pas pour des préachats à la télévision, pour des acquisitions a posteriori par les télévisions françaises. Oui, parce que en fait, ce label documentaire de création, enfin, on cherchait un nom, on n'a pas encore trouvé, mais on va le trouver. C'est pas seulement pour les films audiovisuels, hein, ce serait pour les documentaires de création labellisés. Et évidemment, il y a aussi un problème de préachat dans les cases cinéma qui sont quasi, je veux dire, très très faibles. C'est quelques films par an dans les cases cinéma. Donc il y a aussi besoin de promouvoir le préachat dans les cases cinéma. Et donc voilà, ce label, on espère qu'il sert vraiment à la promotion du documentaire de création, qu'il soit dans un couloir de financement audiovisuel ou dans un couloir de financement cinéma. Diego, tu voulais intervenir? Non, ça parle vite dans tous les sens. Non, mais il y a plein de points. Enfin, ça ricoche. Non, je voulais rebondir sur... en tout cas, je voulais incarner l'intervention d'Elisabeth sur cette question-là de la concentration, hein, qui est vraiment un des phénomènes. Donc, concentration, on s'entend, c'est voilà, très, très peu de films sur beaucoup d'écrans. Et en termes de chiffres, hein, on l'a. Alors c'était avant Covid, mais ça a dû encore plus s'aggraver après. C'est que 80% des films se partagent 30% des séances. Et c'est vrai que ça vient imager assez nettement et de façon assez concrète. Au fond, presque, j'ai envie de dire, celui qui est victime de tout ça, c'est le spectateur. C'est en termes de choix. Souvent, il y a quelque chose qui est dit et redit, c'est-à-dire qu'il y a trop de films, il y a trop de films qui se font, il y a trop de films qui sortent. En fait, c'est pas tant qu'il y a trop de films qui sortent, c'est qu'ils sont évidemment très mal diffusés et qu'il y a vraiment une concentration des mêmes films. Parfois, enfin là, on l'a vu avec des phénomènes comme Avatar ou Black Panther qui trustent, même il y a un double écran, un cinéma double écran qui a enlevé un documentaire que la CID défend et soutient pour mettre 2 fois Black Panther, enfin on voit double quoi. Donc c'est vraiment des phénomènes qui, là il faut vraiment intervenir, et Emmanuel le disait, c'est-à-dire que le CNC joue absolument pas son rôle, notamment sur les obligations de programmation, sur les engagements de programmation. Là c'est vraiment en chute libre et que c'est une guerre ouverte. Donc c'est vrai que c'est clairement la loi du plus fort. C'est le grand combat, ça a mené, et c'est un des engagements du CNC. On verra si... Les délégués d'ACID dans Mediapart, c'est aujourd'hui un très bon article, un entretien. Oui, mais c'est là-dessus, avec des chiffres. Il n'y a pas de contrôle, en effet, des engagements de programmation. C'est un gros problème. Et ce qu'on va tenter d'obtenir maintenant, c'est que le CNC intervienne. Ça touche tous les films pour le coup. Mais après, si on en revient, même si moi je suis pour qu'on parle des films en général parfois, et notamment fragiles ou de recherche, si on en revient aux documentaires, il n'y a pas trop de documentaires qui sortent. Par contre, ça, il faut quand même avoir des... Non, mais je veux dire... Non, mais en fait... il y en a pas... Oui, il y en a combien, tu disais, Annick? 90 en 2021.
Oui, après, on Les sait années très bien que dans précédentes, dans ces documentaires, on voit très large. Quand on dit documentaire, ça va du film à sujet, ça va du film à impact, ça va du gros film, Panthère des Il Neiges, y a un vrai le- problème le de syndrome définition, Perrin. comme Je veux vous dire, disiez, Mais évidemment. Ouais. Il y en Ouais. a 65 En qui tout sont cas, qui ont le l'agrément CNC et il y en a 645 qui sont déposés en tant que long métrage documentaire par an, coproduction donc majoritaire ou minoritaire française sur film, le doc film d'époux. En fait, donc 645 est un chiffre intéressant à retenir sur la production documentaire française ou minoritaire C'est-à-dire française. qu'ils sont réalisés, mais pas. Donc qui sont déclarés comme long métrage documentaire. Donc la plupart ne sortent pas. Et il faut lutter en effet contre la multidiffusion. Il faut faire en sorte qu'il y ait des engagements de programmation et ensuite qu'ils soient respectés. Mais à l'intérieur de ça, si on revient au documentaire, en fait, si on ne s'occupe pas de la diffusion en salle du documentaire, même si tout ça est régulé, de nouveau, un peu normalement, le documentaire sera toujours pas mieux exposé en réalité. Parce que là, il manque quelque chose de structurel et qui dirait que les exploitants se disent tout à coup, ça c'est le cinéma. Bon, moi, c'est le cinéma de recherche, par exemple. S'ils défendent le cinéma de recherche, c'est de la fiction, c'est du documentaire, c'est un essai, c'est voilà. Et ça, même si c'est notre grande lutte d'obtenir ces engagements de programmation et une vraie mission que le CNC remplisse de nouveau sa mission de régulateur. Mais à l'intérieur de ça, il faut qu'on ajoute quelque chose. Et là, je reprendrai, même si elle est partie, ce que dit Julie. Là, il faut rester je trouve, avec une espèce d'esprit de quota qui fait encore la différence. Parce que l'inégalité est trop grande, quoi. Je m'inscris complètement dans ce que vous venez de dire tous les deux. En tout cas, en tant que distributeur, on souffre beaucoup du coup de la monopolisation des écrans par un certain nombre de films. Alors à la limite, si ça pouvait être qu'Avatar, à la limite ça pourrait se comprendre, c'était le film événement attendu depuis 10 ans, mais le problème c'est qu'il n'y a pas qu'Avatar, et depuis quelques années il y en a un certain nombre, et il y en a finalement de plus en plus de gros films qui vont du coup... quand avant un film sortait peut-être sur 500 écrans, c'était déjà quelque chose de considérable. Maintenant, ça va jusqu'à 1000. Et donc, du coup, il n'y a pas que le problème de soi-disant on fait trop de films ou qu'il y a trop de films qui sortent. C'est surtout qu'il n'y a pas assez de place parce que... Il n'y a plus d'écran disponible. Voilà. C'est surtout aussi que du coup, il y a peu de place pour les autres films parce qu'il y en a un certain nombre qui monopolisent énormément. Et du coup, voilà. En tout cas, tous les distributeurs indépendants, en tout cas, réclament effectivement qu'il y ait un minimum de régulation. Et finalement, voilà, tant que ça ne sera pas ça réglé, mais je crois que le CNC ne veut pas, du coup, en tout cas, intervenir en disant que c'est pas son rôle. D'un autre côté, si le CNC donne des subventions, si ce n'est au... C'est un de ces chantiers, de ces chantiers quand même, les engagements de programmation, c'est un de ces chantiers pour l'année à venir. Mais on verra s'il est à la hauteur de ce qu'il annonce. Mais c'est un de ces grands chantiers. Oui, mais les engagements de programmation, c'est une chose, mais après, il pouvait y avoir la limitation du nombre d'écrans par bassin de population. Oui. Non, mais tu vois, des mesures réellement... disons, coercitive ou en tout cas autoritaire du CNC, ça clairement, au moment de la sortie du Covid, il y avait le moment où c'était possible. On a eu des réunions avec le CNC et le CNC s'est complètement désengagé de ce genre de type de régulation et qui là peut vraiment avoir un impact puisque, comme ce qui était dit, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la fin des FPS, en gros, maintenant, il y a un film qui veut sortir sur 1000 écrans, il peut le faire sans frais supplémentaires et on a vu que c'est ce qui s'est passé. Et au moment où il y avait la possibilité pour le CNC de dire non, en fait, maintenant, il faut réguler avec limiter le nombre d'écrans à la fois par cinéma, par bassin de population, il a refusé de le faire. Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir d'autres chantiers sur lesquels il s'avance, mais quand même, sur ce truc-là essentiel, il ne le fait pas. Donc, on en revient à des solutions comme cette histoire d'avoir des conditions données plus fermes peut-être aux exploitants qui, eux-mêmes ont des labels, eux-mêmes. L'AFCAE, moi j'aimerais bien entendre l'AFCAE sur ces questions-là, parce que c'est vrai que l'Archipel, je pense que toi c'est carrément le gène. Nous, on a tous les labels. Voilà, c'est ça. Ouais, mais moi j'aimerais bien entendre l'AFCAE aussi là-dessus. En fait. On les a sollicités d'ailleurs. Mais j'allais dire quand même que les salles qui pratiquent la multiprogrammation ne seront pas les salles qui vont défendre les documentaires fragiles ou voilà. Donc dans tous les cas, en fait, je suis pas certaine que ce soit l'endroit
en fait, pour le documentaire. Ouais, c'est un endroit discussion. pour le cinéma, pour le coup. C'est Voilà. c'est C'est vraiment un extrêmement- enjeu. C'est à la fois symbolique, c'est une réalité concrète, puis c'est quand même une symbolique très. Évidemment, non mais Absolument. moi je suis pour que ce soit régulé. Je trouve scandaleux que le CNC se pose pas la question une seconde de pourquoi Avatar c'est Parce dans que le cadre Salowal. Mais Mais toi, Ce qui- ce que tu en tout dis, cas, c'est que si tous les cinémas font une programmation diversifiée, etc., diversifiée de films pointus, de films, et ben tu perds un peu ton identité. C'est non, ça que je trouve alors trop moi je dommage. pense parce qu'elle est à Paris. dans le contexte où je suis, de toute façon on a la chance de pouvoir faire un travail diversifié et ceux qui programment un peu tous les uns comme les autres en pâtissent en fait, donc c'est un peu leur problème, j'ai envie de dire. Non, c'est pas tant ça que l'idée de on peut pas d'un côté dire le documentaire ça s'accompagne, faut pas tout mélanger quoi. En fait, ceux qui font de la multiprogrammation, c'est les circuits, c'est pas les salles à réessayer. Voilà, c'est juste pour dire que Il faut aider les documentaires à quand même intégrer des circuits d'exploitants qui ne font pas quand même à ce niveau-là, qui ne font pas le travail. Un exemple, le film de Lucien Castin-Taylor et Verena Paravel, De Humanis Corporis Natura, aidez-moi, c'est ça à peu près Fabrica. Fabrica. Ouais, je me suis raté presque. pas simple. C'est bien tenté. Qui est quand même le 3e long métrage de 2 auteurs relativement identifiés, en tout cas dans le secteur du documentaire, qui est un 3e long métrage qui était à la quinzaine des réalisateurs, qui est distribué par les Films du Losange. Il sort, et c'est là aussi insidieusement, il y a la distinction entre copie et séance. Il sort sur 15 copies, donc ce qui est quand même très peu pour un film aussi, quand même à la fois soutenu par un gros distributeur. Et en termes de séances, je crois que c'est une moyenne de 7 séances par cinéma, par salle, par semaine. Ce qui fait que... Maintenant, il y a plein de cinémas c'est qui font ça. Et c'est l'idée, je ne sais plus qui le disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on fait notre job en le programmant une fois ou deux. Alors évidemment, est-ce que des films comme ça peuvent être... Justement, moi, c'est ce que j'aimerais dire, en fait, depuis tout à l'heure. Pardon, j'oublie de le dire à chaque fois que je prends la parole. Mais il faut peut-être un peu commencer à déconstruire ce cliché que le documentaire, c'est absolument quelque chose qui s'accompagne. C'est en fait une excuse que prennent certaines salles pour pas prendre vraiment les films. Là, on vient d'assister, cette semaine, il y a eu la ressortie de Sois belle et tais-toi, qui est un documentaire magnifique de Delphine Seyrig. Et plutôt que de se dire que c'est quand même un film qui pourrait faire un carton, en fait, parce il parle à l'époque, quoi, ce film. Et en fait, ils nous font une séance événementielle à Paris par soir, et puis le film, c'est fini après. Voilà, donc j'en suis pas certaine que ce soit fini, mais en gros ça va ressembler à ça maintenant, les sorties documentaires. Et puis il y a de plus en plus de distributeurs spécialisés dans le documentaire qui commencent à avoir ces pratiques, qui ne sortent plus le documentaire qu'en événementialisant la sortie, et c'est un gros problème. Puis il faut arrêter d'avoir cette obsession aussi du nombre de spectateurs. C'est-à-dire que peut-être pouvoir redire, même si on a du mal à l'entendre en ce moment, non, mais que c'est pas si grave s'il n'y a pas. Non, mais je veux dire, on a pris l'habitude. Oui. Mais non, mais c'est pas ça. C'est que cette obsession, quand même, c'est aussi une obsession de la rentabilité, et qu'il faut aussi pouvoir dire les films doivent sortir sur beaucoup d'écrans, même s'il n'y a pas beaucoup de spectateurs à chaque séance. Non, mais c'est vrai qu'il y a un... Si c'était tous les films, mais c'est ça le système vertueux français, c'est qu'il y a Avatar et il y a d'autres films. Et il y a des films qui ont moins de spectateurs, mais peut-être qui s'inscrivent dans une histoire, des formes, ou j'en sais rien, ou en tout cas autrement. Il y a Sois belle et tais-toi et d'autres films. Il y a Sois belle et tais-toi et d'autres films. Oui, tout à fait. Juste, je ne sais pas si j'ai vraiment saisi, mais je ne pense pas que ça vienne vraiment des distributeurs qui ne veulent pas sortir des documentaires s'ils ne sont pas accompagnés. C'est juste aussi par exemple, la 25e heure, c'est devenu leur stratégie, en fait. Et moi, j'ai, par exemple, sans frapper, que je vous remercie d'avoir programmé, parce que c'est un film que j'adore, j'ai voulu le programmer en séance classique, disons, en leur proposant, mais ils ne le souhaitaient pas. D'accord, bon, alors peut-être, parce que du coup, jusqu'à présent, c'était un peu le... Ah oui, pour nous, c'était plutôt les exploitants qui demandaient ça, c'était oui, pas les ça. distributeurs. Moi aussi, j'ai toujours entendu oui. ça s'inverse.
Alors après aussi la 25e heure, Oui, ça remonte. ont aussi maintenant aussi un autre, comment dire, ils font de la sortie de film, mais ils font aussi du, comment on peut appeler ça, ils retransmettent des débats du coup aussi en direct. Alors peut-être que c'est ça aussi, enfin il y a peut-être aussi ça parce qu'ils ont Ils achètent quand même des films magnifiques et puis ils les massacrent comme ça en fait. Donc bon. D'accord. Enregistré. Alors après, enfin, une petite aparté quand on pour il y a certains petits distributeurs ou moyens distributeurs, en tout cas des distributeurs, on va dire assez indépendants. Alors, je ne parle pas de ceux qui viennent de se créer, qui ont peut-être juste 1 ou 2 ans, ce qui est un peu normal d'arriver à faire leur place, mais même pour certains distributeurs, puisque j'ai au SDI, quand on parle entre nous, qui ont entre 5 et 10 ans, qui programment des films plus ou moins bien. Après, c'est des questions aussi de goût qui peuvent pas plaire à tous les exploitants, mais il y a un certain nombre de distributeurs qui, quelque part, ne sont pas encore programmés par certains circuits ou par certains exploitants. C'est-à-dire que, quelque part, si les films viennent de ces distributeurs, même si maintenant ils commencent à être légers, aucune chance. Alors là, je rentre un peu dans des cas particuliers, voilà, mais je peux le dire, et je peux même citer plusieurs distributeurs où on s'est vu dernièrement. Non, mais il n'y a aucun Wine Pitch, Destiny, et donc du coup Next Film pour le citer, parce que où du coup on se parle entre nous et on se disait que tiens, moi je suis jamais rentré dans ce cinéma ou dans ce circuit. Ah oui, mais moi aussi. Et du coup on se partage, c'est que chacun, on n'a pas eu une réponse. On n'a pas eu la même réponse pour les 3, mais chacun on l'a eu pour voilà. Et en gros, il y a certains cinémas qui ont dit ah non, mais de toute façon, par exemple Wine Pitch, Destiny, tout ça, etc. Non, je prendrai pas les films parce que de toute façon, comme j'ai pas de place, c'est pas la peine que je vois vos films. Et du coup, ils se réservent pour d'autres gros, pas forcément des majors. Et donc là, voilà. Mais ça, alors c'est aussi la loi du marché. Et à un moment donné, moi, je racontais, si ce n'est des anecdotes à eux, là, dernièrement, où je disais, à un moment donné, quand j'essayais de défendre ça par rapport à un exploitant qui me disait ça, je dis, mais voilà, moi, je suis petit, effectivement peut-être petit, jeune, mais ça fait quand même 6 ans, une douzaine de longs métrages, et vous en avez jamais programmé un. Et du coup, avec une ligne éditoriale assez éclectique, comment ça se fait que vous n'avez pas ni aimé les films de fiction, français, européens, d'Amérique du Sud, primés, tout ça, etc., et ni les longs métrages documentaires. Et du coup, là, la réponse arrive. Et donc, je l'ai eu, moi, pour 2-3 exploitants. Les autres l'ont eu pour... Voilà. C'est, de toute façon, non, mais... pas que vous êtes persona non grata, c'est que... Ils ont déjà assez de fidèles, quoi. On sait d'emblée que c'est pas la peine qu'on commence à regarder vos films parce qu'on n'aura pas la place. Et qu'ils pensent peut-être que nos films sont fragiles. Et certains le sont et d'autres le sont moins. Mais finalement, si on n'est pas aidé aussi par ces cinémas, ils le resteront fragiles. Excusez-moi. Donc l'obligation, ce serait pas mal quand même. Juste malheureusement. Et juste pour finir, maintenant, ce que je n'ai jamais fait, mais ce que certains de mes collègues font, ils font appel au médiateur. Alors en réalité, ça sert à rien, mais au bout d'un moment, c'est juste histoire de ne pas accepter ça. Et donc là maintenant, j'ai quelques distributeurs qui commencent, ceux dont j'ai cité, pas systématiquement, mais pour certains où c'est flagrant et que ça leur fait depuis des années et systématiquement pour tous les films, maintenant, ils font appel au médiateur. Alors, ça ne fait pas vraiment changer. Il y a eu 1 ou 2 cinémas apparemment qui ont commencé du coup à regarder les films et à se positionner de temps en temps. Donc il y a eu, ça ne fait pas un gros changement radical, mais il y a voilà. Un petit... Juste parce que malheureusement on n'a pas beaucoup de temps, ce serait bien peut-être d'avoir quelques phrases de conclusion et peut-être d'essayer d'imaginer ce qui peut se passer maintenant, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut peser sur les décisions qui vont être prises, enfin pour vous en tout cas, pour chacune de vos organisations. Voilà, qu'on essaye de synthétiser un peu là-dessus. Après, on peut continuer à parler évidemment avec un verre à la main. Mais non, mais je vais laisser Elisabeth, je la présente quand même parce que c'est la déléguée documentaire de la SRF. Voilà. Donc, conclue pour nous. Non, mais je pense que les mots ont été prononcés. Hein. Tant qu'il n'y aura pas cette fameuse politique de régulation, on n'y arrivera pas avec des obligations de diffusion. Je pense qu'il n'y a pas 50 000 solutions et qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus et qu'effectivement, on va essayer de se battre, notamment à la SRF et à l'occasion justement de la redéfinition, en tout cas de la révision du label Art et Essai, pour essayer d'obtenir ces obligations. Et puis on se bat aussi sur d'autres champs, hein, comme on l'a dit avec Nora, essayer de définir ce documentaire de création, essayer de le promouvoir
Et voilà, pour essayer d'avancer comme ça. Mais c'est vrai que c'est une longue bataille, c'est difficile. Mais je pense que c'est des mots on ne peut pas se passer de ces mots, régulation, quota, obligation, etc. Enfin, voilà. Et est-ce qu'il y a déjà un calendrier de discussion avec le CNC sur ces questions-là ? Non, mais sur le label arrêt-essai, en fait, c'est pas un label, c'est un classement. Nous, ça fait quelques semaines, voire quelques mois, que dans nos différents rendez-vous, qui sont parfois des rendez-vous généraux d'ailleurs de la SRF, avec le conseiller de la ministre, avec le directeur du cinéma, on place cette proposition. C'est-à-dire, on dit il y a un problème, il faut une obligation de séance, d'un nombre de séances minimales dans le classement arrêt-essai. Pour l'instant, on présente la proposition comme ça. Mais on sait très bien que ça peut se traduire par un bonus. Parce que voilà. Donc, quand on en a parlé, il disait oui, mais peut-être un bonus, c'est moins contraignant. Parce que c'est ça, les salles, elles n'ont pas envie d'avoir des contraintes quoi, sur leur liberté de programmation. C'est un gros problème. Mais je pense que l'AFCAE, s'il était venu, nous l'aurait dit. Donc, on a fait progresser un peu cette proposition. Et pof, la ministre annonce qu'il y aura ça. Donc on se dit, ils viennent de répondre. Ils viennent de répondre, c'est ouvert. Mais maintenant, il faut que ça prenne une forme précise, il faut que ça ait du sens. Si ce n'était qu'un bonus, il faut qu'il soit très incitatif. Il ne faut pas que ce soit le bonus comme pour le court-métrage. Et nous, encore une fois, voilà, on est plutôt pour des obligations, parce qu'en effet, comme le dit Elisabeth, la mission de régulation des pouvoirs publics par rapport au cinéma, c'est la grande bataille, quoi. Il n'y a que comme ça qu'on remontera, enfin on pense, nous, qu'on remontera la pente, quoi. En gros, voilà. Avant de faire juste ma petite conclusion, je crois que... Non, mais à un moment donné, on disait aussi que tu disais que quelque part, tous les films n'ont pas besoin de faire beaucoup d'entrées. Oui, mais à la fois, je suis entièrement d'accord. Après, il faut juste savoir que du coup, la part distributeur à 50% est généralement 2,20 € sur la moyenne, et que quelque part, si à un moment donné, on ne fait pas quelques milliers d'entrées, parce que c'est que 2,20 €, on n'arrive même pas à amortir les frais d'édition, et je ne parle même pas pour arriver à se payer. Donc c'est ça aussi, c'est que des fois, à un moment... Non, mais il faut aider. Mais il faut aider. Je pense que ma double conclusion, c'était justement effectivement de dire que quelque part, ça dépend si on veut le verre à moitié vide ou à moitié plein. Et à moitié vide, je pense on est dans une situation un peu critique. Je pense que déjà la distribution, ça l'était déjà. Avant le Covid, mais ça, on ne s'en rendait pas compte, on n'en avait pas pris la mesure, et c'est juste que le Covid, du coup, a été quelque chose d'exponentiel, et maintenant, on aurait pu penser qu'il allait avoir la reprise, comme il y a eu une reprise un peu économique, mais il n'y a pas forcément encore la reprise au niveau, du coup, de la salle ou de tous, voilà, et des spectateurs, et que là, je pense que les distributeurs sont en train de énormément souffrir, et dans 2 ou 3 ans, il y en a un certain nombre qui vont fermer la porte, dans 2 ou 3 ans, et une fois qu'eux, ils auront fermé la porte, derrière, c'est sûrement des producteurs qui vont être fragilisés, parce que si les distributeurs ne font pas des remontées de recettes, ils vont pas, du coup, ça va pas aller finalement aux producteurs, ni après, etc., aux auteurs, ce genre de choses. Et le verre à moitié plein, c'est juste que là, on sort depuis le 4 janvier un long métrage documentaire Etugen, et qui du coup, alors là, pour ce que je voulais dire, avec accompagnement du réalisateur ou de la réalisatrice, c'est des salles combles jusqu'à 450 personnes. Et du coup, ça montre que quand on arrive aussi à avoir des salles, et même dans cette période où les spectateurs ne sont pas forcément revenus ou viennent voir Avatar, Astérix Obélix, voire Babylone, mais que du coup, on peut arriver à remplir. Donc ça veut dire que l'espoir n'est pas perdu, mais c'est maintenant qu'il faut se battre sur tous les fronts, parce que sinon, ça va être peut-être trop tard dans pas trop longtemps. Merci. On a 10 mois devant nous, donc on a aussi besoin de vous, je crois, pour et être soudés. Mais bon, on parle de différents endroits, mais je crois qu'on l'est. Et c'est le moment ou jamais, 2023. Diego. Margot, non, tu voulais... Non, moi, peut-être je peux finir sur une note positive, parce qu'avec Annick, on se disait qu'il n'y avait pas beaucoup d'études faites quand même sur le documentaire et sa spécificité en salle, en fait, combien ça génère de recettes.
Voilà, et donc j'ai passé l'après-midi à regarder un peu mes chiffres et en fait, c'est pas si déprimant que ça, quoi. En 2022, nous, on a diffusé 75 documentaires sur 280 films et ça représente quand même 14% de nos recettes. Donc en fait, voilà, quand on fait exister le documentaire, qu'on le tient sur la durée, parce qu'il y a ça aussi dont on parle pas, mais c'est en fait les documentaires sont encore plus victimes en fait du fait d'être éjectés très rapidement en fait des salles d'activité. Voilà, donc nous on est là pour combler derrière, mais peut-être que ça aussi c'est un travail qu'il faut encourager parce que mine de rien c'est pas un travail facile et c'est des risques en fait tout le temps, donc voilà, il faut trouver des équilibres quoi. Merci. Non, pour essayer de trouver un point de résonance avec, au fond, la thématique de cette discussion sur ce fameux bonus. Il faut éviter l'effet d'aubaine, au fond. C'est de se dire qu'il il peut y avoir de l'argent, il peut y avoir une économie, mais reste à vraiment réussir à faire en sorte que tout le monde s'y reconnaisse. Et parce que, encore une fois, on ne l'a pas dit, mais par exemple, un film comme Dune est classé à art et essai. Voilà. Oui, de sa sélection. Mais ce qui laisse donc entendre que dans cette labellisation précise, notamment le recherche et découverte, c'est là où c'est vrai que nous, en tout cas à l'Acide, on est extrêmement concentrés sur ces films-là. Et donc, d'une part, parce que vraiment avec même documentaire, on entend beaucoup de choses. Et je ferai aussi un petit focus sur ce qui concerne les auteurs et l'économie des auteurs, qui est un gros sujet. On l'a un peu abordé, notamment cette rémunération qui devrait normalement être obligatoire. En fait, c'est du travail d'accompagner des films. Notamment profiter de ce bonus documentaire pour notamment dans ces contraintes. J'aime pas trop le mot contrainte dans cette incitation, dire les salles reçoivent de l'argent et donc qu'il y a une obligation de rémunération de l'auteur, que ça ce soit même inscrit dans le marbre, voilà, histoire, encore une fois, je le dis, d'éviter l'effet d'aubaine et faire en sorte d'incarner, parce que cette année du documentaire, elle veut un peu tout et rien dire, mais nous, c'est vrai qu'on aime bien se raconter qu'elle veut tout dire et que c'est un levier à partir duquel tout se passera pas cette année, mais que voilà, il y aura, ça fait jurisprudence, quoi. Nous avons été élus année... Presque tout. Ouais. Vraisemblablement, je ne sais pas, oui, mais voilà, c'est... Éléonore. Le classement, c'est la... Ah non, mais ça y est, moi j'ai... Ah si, tu étais prête à parler, hein. Vas-y. Non, je réponds juste à ça, mais la conclusion... Vas-y, ouais. Bien sûr. Non, je disais que c'est toi-même qui le disais, il y a des très bons films. Le classement à réessai, il est vague. C'est vrai qu'il y a des problèmes, et il y a même des exploitants qui le disent, et donc il y a peut-être quelque chose à revoir. Mais il y a aussi des très bons films qui font beaucoup de public et qui méritent d'être classés à réessai. Voilà, c'est ça. Parce que c'est pas un classement sur le fait que ça va marcher ou pas à réessai. C'est la qualité du film. Donc voilà. Pas remettre en cause le fait que le dernier Spielberg soit un film art et essai, c'est pas ça. C'est juste, est-ce qu'il a besoin ? Est-ce qu'il a besoin ? Parce que du coup, peut-être qu'il y aura un autre film du coup plus fragile, aussi méritant, qui ne l'aura peut-être pas. Mais il a besoin, parce qu'un cinéma à réessai, il va faire beaucoup d'entrées avec ce Spielberg, et ça lui permettra de programmer d'autres films qui font moins d'entrées. C'est ça l'écosystème aussi. Non, mais c'est un débat. C'est un débat parce que du coup, il prend aussi la place d'un autre film. Enfin, du coup, on continue la discussion. Prend la place. En tout cas, il faut pondérer, il faut des niveaux de pondération différents, je pense. Merci beaucoup en tout cas.